Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo unique en son genre. Nous avons rassemblé près de 400 personnes sur ce champ pendant 3 jours pour mener une expérience d'archéologie expérimentale. Le principe, les faire se foncer dessus par paquet de 200 pour voir comment ça se débrouille. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais j'ai envie de dire, vous êtes là pour ça. Alors bienvenue dans cette expérience hoplitique. L'expérience hoplitique trouve ses origines dans une vidéo de la chaîne, celle sur la bataille de Mantinet. Vous pouvez aller la voir pour avoir plus d'explications et de détails. Mais en gros, dans celle-ci, on présentait une certaine dispute historiographique entre deux courants qui analysaient le choc hoplitique. Alors on va développer ça dans la vidéo un peu plus tard. C'est durant une soirée avec un docteur spécialisé sur la question, Rémi Saou, que l'idée de faire une expérience pratique a émergé pour essayer de voir comment on pouvait se positionner par rapport à cette dispute, mais surtout comment on pouvait essayer de comprendre les dynamiques de déroute, de fuite et de poursuite. 3 ans plus tard, après avoir rassemblé pas mal de monde, des reconstitueurs, des universitaires, des gens prêts à s'engager dans cette expérience avec 400 personnes qu'on a organisées pour trouver les fonds, ensuite leur distribuer des boucliers, leur apprendre à marcher ensemble, trouver des solutions, etc. Jusqu'à ce champ que vous voyez aujourd'hui, on arrive enfin à cette expérience qui a eu lieu pendant août 2025. Mais avant de vous montrer quoi que ce soit, et de toute manière entre nous j'essaie de tourner ça quand je peux parce qu'il faut quand même tenir l'expérience là maintenant tout de suite, et il faut que je vous parle un peu des principes de cette expérience. Ici, ils ont dû rattraper parce qu'ils ont vu qu'il y avait un écart ici, que la droite était plus proche et que du coup ils se sont avancés. Et comme en plus on chargeait, ils ont dû accélérer un peu trop sur le pas de charge. Ils se sont retrouvés à 3 mètres devant avec une formation qui se cassait. Comme je vous l'ai dit, il s'agit ici d'une expérience scénarisée. Le principe est de se mettre dans des conditions qui sont comparables d'un point de vue tactique, matériel, mais surtout grâce à la scénarisation par un jeu de rôle des différents hoplites qui vont y participer. Tout cela doit nous permettre d'arriver à une situation comparable dans ses dynamiques à une situation historique passée, en l'occurrence ici, celle d'une déroute d'une formation hoplitique grecque face à une autre formation hoplitique grecque. Et dans cette expérience, ce qui nous intéresse, et j'insiste, ce sont les dynamiques de fuite et de poursuite. Il y aura des vaincus qui s'enfuient pour survivre et des vainqueurs qui essaient de rattraper les fuyards pour imposer le maximum de pertes à l'adversaire. Nous nous plaçons dans une opposition de 2 formations hoplitiques dans les 5e et 4e siècles avant notre ère. On reviendra plus tard sur les raisons de ce choix. Pour travailler ces dynamiques d'une débâcle hoplitique, il était très important que nous ayons assez de monde pour pouvoir représenter un minimum d'effet de masse, mais surtout que nous ayons l'occasion de répéter les itérations, afin de noyer dans la statistique toutes les péripéties, les hasards qui pouvaient émerger d'une seule itération. Alors, avant de vous présenter tout ce qui se passe, notez bien qu'on ne s'est pas juste amusé à rassembler 400 personnes un matin dans un champ pour leur donner bouclier et lance. Non, non, on a quand même organisé ça. On a pris notre temps, on a recruté du monde 8 mois à l'avance, on les a organisés par file de 8, on les a
poussés, forcés, ça dépend des gens, à se rencontrer plusieurs fois sur plusieurs week-ends avant de se retrouver ici en août 2025 pour qu'ils apprennent à marcher ensemble, à tenir leur bouclier, à tenir leur lance et surtout qu'ils nous fassent des retours de terrain pour qu'on se rende compte des problèmes que nous, dans notre coin, on n'aurait peut-être pas vu venir avant l'expérience fatidique. Le but étant de les mettre dans les bonnes conditions, à la fois dans les compétences, mais aussi pour qu'ils comprennent dans quel état d'esprit ils devaient être. On a fait tout ça sous la supervision de 2 associations de reconstitueurs, les Ditikoy et les Naï et les Somatophylac, qu'il s'agira évidemment de remercier, mais on y viendra à la fin de la vidéo. Ces personnes, du coup, de ces 2 associations, c'était des gens qui avaient de l'expérience dans la reconstitution, qui avaient déjà marché ensemble, qui avaient déjà commandé aussi, qui nous ont permis d'avoir des cadres, des espèces d'officiers pour les formations, mais aussi qui nous ont permis d'analyser les vidéos que les fils qui s'entraînaient nous envoyaient pour corriger les petits problèmes qu'on voyait. On a même fait une mini-expérience en Bretagne pendant le printemps pour voir un peu si, avec un peu plus de monde, on voyait émerger des problèmes. Ça nous a permis de corriger certains aspects. Ainsi, des petites reconstitutions, des remontées de terrain, des vidéos tutos, des protocoles et des PDF envoyés aux 400 personnes nous ont permis de nous rassembler ici pour 3 jours et c'est ce qu'on va vous présenter. Alors évidemment, ce protocole expérimental, nous ne l'avons pas non plus improvisé. Il y avait des universitaires et notamment Rémi Saou qui nous ont aidés à le définir, à voir les problématiques et à bien montrer comment définir le terrain, avoir un bon scénario, faire remonter les différents signaux qui permettaient de signaler l'avancée dans le scénario jusqu'à la fuite et savoir comment maintenir l'attention, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que les hoplites sachent au début d'une itération s'ils allaient fuir ou poursuivre. Enfin, avec l'apprentissage de la position des vainqueurs des vaincus, de l'intervalle, de l'encadrement, il faut aussi noter que nous avons mis en place tout un protocole de sécurité. Il y a des règles de combat, de touche, et lorsque vous tombez, il doit y avoir des personnes qui vous protègent parce qu'on ne veut pas de piétinement. On a des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux. On a vraiment tout fait pour qu'il n'y ait pas de blessures. Ce qui est un peu en contradiction, vous me direz, avec ce qu'on essaie d'étudier, mais ça, c'est une critique à laquelle on répondra plus tard. Alors ça a l'air de rien, mais si vous y rajoutez à tout cette préparation un peu lourde pour les hoplites, tout l'aspect logistique, parce que c'est pas évidemment facile d'amener 400 personnes sur un champ où il n'y a même pas l'eau et même pas l'électricité, et ben vous obtenez un travail au long cours qui nous a pris 3 ans dans l'idée, 2 ans dans l'équipe et 1 an dans l'application réelle et trouver tous les gens qui pourraient nous permettre de résoudre les différentes problématiques que nous aurions. On a le droit de faire un petit... Il va en faire un. Il va en faire un. Et un beau. Et un auquel nous répondrons tous. Et l'euro Mais au fond, qu'est-ce qui motive cette expérience? Laissez-moi vous présenter la dispute historiographique aux origines. Dans les années 2000, toute l'attention des chercheurs s'est portée sur le moment du face-à-face hoplitique, du choc. Alors 2 phalanges, 2 lignes d'hoplites. D'un côté, on a appelé les orthodoxes, je vous en ai parlé dans la vidéo sur Mantinet, qui considéraient qu'il y avait un choc, disons, physique, avec un véritable contact, puis une poussée des lignes de bouclier jusqu'à ce qu'une des 2 déformations explose. De l'autre côté, on avait les hérétiques, ceux qui considéraient qu'il y avait un choc émotionnel dans la charge qui devait amener l'une des 2 parties à s'enfuir avant le choc physique, de peur du choc physique. Alors évidemment, si cet effondrement moral arrivait très près de la fin de la charge, il y avait effectivement choc. Mais l'idée de base des hérétiques était de dire qu'au fond, le combat n'était pas une partie très longue, très importante. Le choc physique n'existait quasiment pas. Alors depuis lors, il y a eu des recherches, de nouvelles approches scientifiques avec une approche quantitative des textes et des sources qui nous ont permis de préciser un petit peu nos connaissances de ce choc et il y a notamment la thèse de Rémi Saou qui est à l'origine de tous nos questionnements aujourd'hui. Il apparaît que la dimension émotionnelle du choc est bel et bien décisive. Près des 3/4 des combats décrits par Thucydide et Xénophon, des hommes de guerre qui ont vécu les combats au 5e et 4e siècle avant notre ère, se sont achevés avant le choc ou dans les instants qui l'ont suivi. La dimension physique du choc fait toujours l'objet de discussion. Une partie des chercheurs en accepte l'existence. En tout cas, on sait qu'une charge hoplitique est une très puissante tactique de terreur, un assaut en masse destiné à glacer d'effroi l'ennemi.
il faut se rappeler les propos d'Échille. Face à vous arrive à grande vitesse un mur de boucliers, de lances dressées et une foule hurlante de guerriers. Typiquement, c'est quand même quelque chose qu'on essaie de retrouver en ayant un petit peu de masse sur cette expérience. Imaginez-vous un peu, les fers jaillissent des lignes de boucliers vers les visages. Comme le dit Xénophon, certains n'arrivent pas à regarder en face les lances qui pointent vers eux. Aujourd'hui, la tendance historiographique des universitaires est plutôt à essayer de fusionner les deux approches. On ne discute plus tellement de l'importance des émotions et on pense que l'épouvante provoquée par les charges est liée éventuellement à un choc physique violent. C'est vraiment parce que ce choc physique existe potentiellement qu'il y a une intensité émotionnelle. Par contre, on insiste vraiment sur la très grande brièveté des combats. Bien souvent, quand deux phalanges soudées se rencontrent, le combat est réglé en une poignée de secondes. Et cela a mis en avant une des problématiques fondamentales du combat hoplitique. C'est que plutôt que de se concentrer sur cette phase de combat finalement assez courte et assez faible en termes d'importance pour les pertes des deux formations, il faut peut-être porter notre regard sur l'après. Les Grecs, comme tous les peuples de la Méditerranée orientale, avaient, selon les savants, une certaine culture du massacre. La phase de la chasse était un moment extrêmement important dans leur culture tactique. Ils forment le temps le plus long des combats et c'est vraiment le temps qui a le plus d'effet. On a plein d'itérations dans les sources et on en a aussi une iconographie. Pourtant, on a beaucoup de mal aujourd'hui à concevoir les dynamiques de cette chasse, fuite, poursuite. La débâcle et le spectacle offert par cette tuerie. C'est une chose de lire les flashs dans les sources, d'essayer de retracer ces choses-là, mais pour notre esprit, il faut encore reconstruire le déroulé et le tableau d'une déroute hoplitique. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens du fond s'en sortent mieux que ceux d'avant? Évidemment, on a des petites idées, mais il faut quand même en voir les dynamiques en pratique. Ainsi, recréer autant que faire se peut un scénario où dominent les débats entre historiens est la clé qui nous manque pour affiner notre compréhension, saisir les éléments qui nous échappent et réfléchir sur les points qui sont encore discutés. C'est le propre de ce que nous faisons aujourd'hui. Et par ailleurs, je le dis comme ça, une telle entreprise permet d'envisager sous un jour nouveau la façon dont l'archéologie expérimentale explore le fait guerrier dans les mondes anciens. Pour le dire en peu de mots, on a très peu travaillé sur les déroutes dans les recherches jusqu'ici. En les oubliant, on ne peut que donner une image déformée des combats de l'Antiquité en se concentrant sur les discours avant, sur la marche, sur la charge héroïque et peut-être sur les combats. Alors qu'au fond, les pertes, c'est la déroute. Abordons maintenant la méthode et rappelons tout de suite le point essentiel. Le but est de créer une dynamique de débâcle dans laquelle il y a des vaincus qui fuient pour sauver leur vie et des vainqueurs qui cherchent à les tuer. Depuis que l'archéologie expérimentale existe et s'intéresse aux faits guerriers, une difficulté majeure persiste. Nous reconstituons aujourd'hui des combats pour faire progresser nos savoirs et pour avoir le plaisir en fait de découvrir le passé, mais nous n'avons pas peur de la mort en faisant cela, c'est assez évident. Nous ne craignons pas de disparaître et d'abandonner nos familles. Nous n'éprouvons aucune crainte face aux armes des adversaires. Nous ne risquons pas de trépasser ou de subir une lente agonie, d'être percés, d'avoir d'horribles douleurs. On mesure facilement l'ampleur du problème. Bon, tirons un trait sur quelques objections qui ne manqueront pas d'être faites. Nous savons bien que les hoplites, comme la majorité des guerriers, préparaient leurs esprits pour ces épreuves. Les hommes des cités n'étaient ni des couards, ni des civils du XXIe siècle. Nous ne manquons pas de preuves attestant de leur hargne et aussi de leur fréquentation avec la violence et de la bravoure qu'ils pouvaient montrer pour la défense de leur communauté, qui est un élément important de leur motivation. Ces quelques mots peuvent malgré tout nous amener sur la mauvaise pente. On peut imaginer que la peur serait un problème secondaire ou qu'on peut faire de l'archéologie expérimentale de la guerre sans mettre l'émotion au cœur de l'analyse. Après tout, les anciens avaient peur de la mort, mais moins que nous, non? En vérité, une documentation colossale révèle absolument l'inverse.
les Grecs n'ont jamais cessé de parler de leur peur de la mort. Ils n'ont jamais été immunisés par une croyance fervente dans leur Dieu et un au-delà, dans l'idée que la mort était belle, notamment celle de la guerre, et qu'elle amènerait une heureuse éternité. Ça n'existe pas. Tout simplement parce que, comme ils le disaient eux-mêmes si bien, ils aimaient la vie et leurs proches. Ils avaient aussi peur du moment du trépas, de la douleur qui pouvait lui précéder. Bref, ils ont vraiment peur de la douleur et de la mort. Dans une lutte au corps à corps, la souffrance physique n'était pas du tout un petit sujet. Au fond, il est facile d'oublier à quel point un simple combat à l'arme blanche était terrifiant. Et surtout, tout ce que faisaient les hoplites pour le rendre encore plus terrifiant. Car, on l'a déjà dit, la charge est une tactique de terreur. Et ça implique un investissement émotionnel énorme. Tout cela pour dire que la peur doit impérativement intégrer notre approche expérimentale, et cela nous force à faire quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, cela nous force à scénariser. Pour ce faire, on a privilégié un scénario type, celui qu'on voit le plus fréquemment dans les sources, l'effondrement d'une phalange durant une charge, soit celle qui charge, soit celle qui se fait charger, avant ou à l'instant du choc. Puis on a choisi un événement particulièrement représentatif du phénomène, les charges menées lors de la première bataille de Coronée en 394 avant notre ère. Comme seul le phénomène de la débâcle nous intéresse, les étapes préalables du combat sont prédéterminées, en se fondant sur le cadre bien maîtrisé de cette bataille de Coronée. On les évacue ainsi de l'analyse, ça ne fait pas partie de l'expérience puisque c'est scénarisé, ça ne nous intéresse pas, les dynamiques sont prédéterminées. Nos phalanges vont charger aux mêmes distances que lors de cette bataille et l'une d'elles va céder au moment critique indiqué par les sources. Et nous allons regarder avec une grande attention ce qui se passe dès cet instant. Le scénario nous amène jusqu'à la fuite, le scénario ne s'occupe pas de la fuite. Donnons maintenant les détails techniques. L'expérience a lieu dans un couloir de 300 mètres de long qui s'évase sur les bords un peu en forme de sablier. Pour chaque itération, donc chaque expérience tentative, nous allons mettre en formation 2 fois 192 personnes, dans les faits un peu moins. Chaque formation sera à 200 mètres l'une de l'autre, fera 24 fils de largeur et 8 rangs de profondeur. Ça, c'est les aspects théoriques. Selon les itérations, les poses des gens, il y aura un peu moins, mais globalement, c'est l'ordre de grandeur. Une fois rangées, les 2 phalanges, à un premier signal, s'avanceront l'une contre l'autre. Puis, l'une des 2 formations lancera une charge. Alors une charge, c'est un passage de la marche au pas de course. Un pas de course mesuré, on parle de 7 à 8 km par heure, c'est pas très rapide. Son adversaire en face continuera sa marche en avant. Ainsi, les 2 phalanges vont continuer leur assaut, l'une au pas de course, l'autre à la marche, jusqu'à l'envoi d'un signal sonore qui indiquera aux personnes concernées et seulement à elles, en général elles représenteront un quart de la phalange choisie, qu'elles sont désormais vaincues. Donc en gros, on ne dit pas aux phalangites quelle phalange va s'effondrer, on signale seulement à un quart d'une des 2 phalanges que ça sera à eux de fuir au moment du signal, et dès qu'ils fuient, le reste de la phalange doit le remarquer et désormais toute cette phalange est vaincue. En même temps, la phalange d'en face qui n'a pas réagi au signal sonore devra voir qu'en face ça se délite et deviendra la phalange des vainqueurs et poursuivre. En bref, à partir de ce signal, il y a des poursuivis dont l'objectif est de s'échapper en allant au fond du terrain à environ 200 mètres d'eux sans se faire tuer, et des poursuivants dont le but est de rattraper et de vaincre le plus d'adversaires possible avant qu'ils ne s'échappent. Notez bien que pour le signal, nous avons mis en place un système laissant les participants dans l'incertitude le plus longtemps possible. C'est ce que je vous ai expliqué. Finalement, il n'y a qu'un quart de la phalange des futurs vaincus qui sait qu'elle va être vaincue. Ainsi, ils doivent pour la plupart, tout en avançant vers l'ennemi, rester attentifs aux mouvements qui se déclenchent au sein de leur groupe et comprendre dès lors leur rôle le plus rapidement possible, c'est-à-dire chasser ou chasseur.
Ainsi, jusqu'au signal sonore lancé tardivement, le destin des phalanges demeure inconnu. Après le signal, les participants doivent analyser la situation et agir en conséquence. Vous comprenez donc que l'ensemble est scénarisé jusqu'à ce dernier signal et derrière, nous observons les comportements des gens. Un petit point, nous n'indiquons pas à l'avance à nos hoplites la distance précise qui les séparera de l'autre phalange lorsque ce signal sera donné. Ainsi, on va pouvoir le déclencher lorsque les deux formations se trouvent à 25 mètres l'une de l'autre, à 10 mètres l'une de l'autre ou à 5 mètres l'une de l'autre. Nous avons mis tout ça en place dans le but de conserver la tension pour les participants pour qu'ils ne puissent pas anticiper leur futur rôle. Et voilà, ça c'est l'expérience. Évidemment, on doit la répéter un certain nombre de fois dans des conditions qui maintiennent l'incertitude de chaque itération. Parfois, ce sont ceux qui chargent qui fuient, parfois ce sont ceux qui sont chargés qui fuient. On les inverse, on tourne et on essaie de garder un aspect un peu aléatoire de leur point de vue. Alors bien sûr, les limites d'une telle expérience sont nombreuses et nous ne pouvons les ignorer. Déjà, il n'y a pas de mort et pas de blessure. Vous l'avez bien compris, et les personnes que nous avons rassemblées, ce sont des individus qui pensent comme des individus du 21e siècle. Leur corps n'a pas le même entraînement physique quotidien, etc., etc. Nous le savons, nous n'avons pas des Grecs du 5e siècle avant notre ère pour faire l'expérience. Aussi, je me permets d'insister sur l'idée de situation comparable. Ce qui nous intéresse, ce sont les dynamiques de façon globale, pas un réalisme à toute épreuve. C'est pour cela que nous avons armé tout le monde de boucliers en bois simplifié, mais qui font un poids convenable, et de lances en carton sécurisé. Sans parler du fait que tout le monde vient habillé comme il le souhaite, du moment qu'il peut courir et se mouvoir librement. Il ne faut toutefois pas exagérer le caractère néfaste de ces concessions. On sait que le poids des panoplies hoplitiques n'était pas très imposant et que les anciens étaient dans l'ensemble plus endurants que nous. Au total, le gain en légèreté compense quelque peu nos insuffisances physiques. On peut aussi souligner l'absence d'armure dans nos rangs, mais on a établi un protocole de combat qui rend les touches difficiles à réaliser et simule la présence de protection. Il ne suffit pas de toucher quelque part un adversaire pour le mettre hors combat. Et bien évidemment, il reste impossible de ressusciter toutes les formes du combat. Nous avons interdit l'usage du tranchant du bouclier, les prises de corps, et nous avons établi des protocoles de sécurité en cas de blessure ou de chute grave. Ces ajouts sont évidemment nécessaires pour préserver la sécurité des participants, mais ils constituent aussi des aménagements qui ne peuvent qu'éloigner nos séquences du combat réel. Pour autant, nos hoplites peuvent bel et bien employer la plupart des techniques de combat avec leurs lances neutralisées, portant des coups rapides vers les parties du corps qui étaient les cibles principales, c'est-à-dire le visage et les cuisses, et profiter de la protection offerte par leurs boucliers et les zones invulnérables du protocole. Au-dessus de la tête ou là où se trouvait le casque, c'est pas la peine de viser, les tibias, là où étaient les cnémides, etc. On peut donc espérer que les formes du combat, sans être identiques à celles des anciens, puisque c'est impossible à faire pour garder la sécurité des participants, s'en rapprochent un minimum, au moins dans leur durée et leur dynamique. Il faut de toute façon garder à l'esprit que ces limites ne sont pas propres à notre expérience, mais à toute approche expérimentale du fait guerrier. Pour le dire autrement, et c'est vrai dans le wargame aussi, nous ne pourrons jamais le faire pour de vrai. Ainsi, la solution proposée ici prend le parti inverse des protocoles qui protègent lourdement leur sujet pour mener des combats avec des armes métalliques, ce qui pose aussi nombre de difficultés. Notre solution n'est ni meilleure ni moins bonne et nous avons conscience de ces limites que je viens de vous exposer. Et maintenant, on va pouvoir un peu parler de ce qui s'est passé. Et oui, quand on est en haut, on est toujours un petit peu plus lent, on fait patienter les gens en bas dans la plaine. Et c'est le cagne, et c'est difficile, et ils le savent. Ils jouent sur nos nerfs, c'est terrible. Et maintenant, retour en studio, parce que évidemment je ne pouvais pas savoir ce que j'allais dire au moment de l'expérience. Et avant toute exposition de nos conclusions, je voudrais vous donner une première perception intime de quoi nous parlons. Je vais donc vous mettre une itération du point de vue d'un hoplite, sans commentaire, dans toute sa longueur.
revenez par là, revenez par là. Oui, oui, tu pars un petit peu sur ta lance. Oui, nickel par là. N'accélérez pas, restez à ce rythme, c'est très bien. Cours. C'est bon. Vous avez remarqué? C'est très rapide. On n'y voit pas grand-chose, et à la fin, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Pour cela, nous avions à chaque itération un drone qui filmait tout en position verticale, en plus des autres points de vue, nous permettant de suivre la situation générale bien qu'imparfaitement. Et ce point de vue permet facilement de dire quelque chose de terrible. Marcher en formation, c'est déjà très difficile. La performance de chaque itération était variable, et les décalages entre rangs et colonnes, ainsi que des moments de densification des rangs ou au contraire de dilatation de la formation, sont souvent arrivés. Malgré nos entraînements par colonne de 8 sur l'année, nos manœuvres d'exercice le vendredi matin, notre structure avec chef de file et les groupes de 4 files avec leurs commandants, nos formations de 24 files de 8 ont eu énormément de problèmes de manœuvre. Ce que vous ne pouvez percevoir ici, ce sont les progrès que nous avons faits tout au long des itérations avec un véritable apprentissage et la mise en place d'un encadrement intermédiaire plus important, notamment en mettant des chefs de demi-file et des serre-files pour corriger les alignements. Ceci étant, au moins, disons que c'est raccord avec les sources. Il arrivait même aux anciens de se rater sévèrement. Ainsi, Thucydide nous raconte que devant Milet, en 412, les Argiens, je cite, à l'aile qu'ils occupaient, les partirent en flèche pleins de mépris, avançant sans beaucoup d'ordre contre leurs ennemis qui, pensait-il, ne tiendraient pas face à leur assaut. En face, ils ont bien gardé les rangs, résultat les Argiens furent mis en pièces. Bref, tout ce travail est hors expérience, mais mérite d'être souligné, et nous avons pu remarquer à quel point la distance de charge constituait un problème majeur des tactiques hoplitiques. Si elle était trop grande, l'effort devenait difficile à supporter, mais si elle était trop petite, on perdait l'opportunité de rétablir la formation et de corriger les erreurs commises lors du lancement de la charge. Avec la distance, on dispose en effet aussi de temps pour rectifier. On comprend mieux pourquoi les hoplites faisaient régulièrement des charges assez lointaines, autour de 100 mètres. Mais il suffit, avec les remarques à répétition, rentrons dans les résultats de l'expérience. Je vais désormais vous exposer la synthèse de nos observations, issues du visionnage et de l'analyse de l'ensemble des itérations. Le premier aspect important concerne le découpage des phases de la fuite-poursuite. Celle-ci se découpe ainsi en 3 parties. La première, c'est celle du choc, ou à tout le moins celle des résistances de ceux qui n'ont pu engager la fuite. La deuxième, c'est un vide. Un espace et un temps d'avance que les chasseurs doivent rattraper pour atteindre les fuyards qui n'ont pas été pris dans la zone de choc. Et enfin, la troisième désigne ce que nous avons appelé la chasse libre, un espace et un temps où il n'y a plus de formation.
Et au sortir de l'analyse des 16 itérations, nous avons remarqué que, indépendamment de la distance de fuite, c'est la nature du choc qui conditionne la dynamique de la chasse. Évidemment, la distance à laquelle une phalange s'effondre face à son ennemi a une influence sur la nature du choc qu'on peut en attendre, mais dans tous les cas, il nous faut parler de ces chocs et des vides qu'ils créent en arrière. Alors oui, ça peut paraître bizarre de parler de choc quand tout notre propos a été de tester des dynamiques de fuite et de poursuite avec un effondrement déclenché avant tout contact. Mais observez bien ces images et comprenez que, malgré l'effondrement, une partie de la formation vaincue ne peut se permettre de simplement tourner les talons. La formation adverse est trop proche. Il peut sembler pertinent de rester face à la menace plutôt que de se retourner pour ne pas pouvoir courir. Ainsi, dans les cas à 15 et 5 mètres notamment, nous avons souvent observé des chocs, plus ou moins profonds, sur toute la ligne des deux formations, avec des dynamiques propres. Même l'absence de choc, notamment avec les fuites à 25 mètres, donnait inévitablement des zones de résistance, où ceux qui ne parvenaient pas à fuir assez vite étaient encore assez proches de camarades pour se masser et créer des poches qui ralentissaient les poursuivants. Nous sommes donc arrivés, avec ce que les itérations nous ont donné à voir, à décrire 5 types de rencontres. Les 3 premiers se sont répétés plusieurs fois, et les 2 autres n'ont eu qu'une seule occurrence et demandent des conditions particulières. De fait, 16 itérations, ce n'était pas suffisant pour vérifier la répétabilité des 2 derniers chocs, mais ceux-ci ne sont pas non plus absurdes. La première catégorie du choc, c'est l'absence de choc. Et oui, surtout pour les fuites à 25 mètres et une fois à 15 mètres. Ce type de rencontre n'est pas aussi linéaire que l'on pourrait croire, car, même avec 25 mètres d'avance, la dispersion progressive de la formation empêche les premiers rangs de fuir aussi vite qu'ils le voudraient, tant et si bien que certains se retournent et opposent des petites zones de résistance sur 2 rideaux. Ils le font indépendamment, ce qui ralentit les poursuivants et les force à naviguer pour passer et partir à la poursuite des fuyards derrière. Je serais tenté de faire la comparaison de la rivière et des cailloux. Les poursuivants privilégient la recherche de la chasse, tant et si bien que seuls ceux confrontés directement aux poches de résistance leur font face, tandis que le reste circule tel un flux liquide dans les espaces restés ouverts et menant vers le gros des fuyards. Le ralentissement produit par cette navigation entre les points de résistance donne ainsi un peu plus de temps encore aux fuyards qui n'ont pas été accrochés pour gagner encore un peu d'avance sur les poursuivants. On voit ainsi clairement une zone vide se dégager derrière l'espace des zones de résistance qui va forcer les poursuivants à cravacher pour pouvoir rattraper les fuyards. Ouais, c'est parti. Ah ouais, belle. Bien joué. La deuxième catégorie de choc est ce que nous avons appelé le choc fin. Ce dernier arrive souvent pour les fuites à 15 mètres, mais peut advenir à 5 mètres. Le principe est simple, il s'agit d'un choc sur toute la ligne, où il ne reste qu'une ligne profonde d'1 ou 2 personnes du côté des fuyards. Abandonnée par le reste de la formation qui s'est effectivement enfuie, cette ligne accepte le choc, faute de pouvoir faire mieux. Elle n'a alors que son élasticité pour résister. Ainsi, soit cette ligne est percée rapidement et est avalée par le mouvement des vainqueurs restés en formation, progressivement usée par le passage par les ouvertures des chasseurs qui se projettent vers la suite, soit elle parvient à encaisser les forts ennemis, en reculant progressivement, faisant ainsi perdre un temps substantiel à la poursuite, et permettant d'offrir de l'avance aux fuyards qui ne sont pas engagés dans le choc. On observe ainsi cet exemple où la ligne vaincue se déforme très bien et ralentit très efficacement les vainqueurs, ce qui se retrouve dans leur performance d'un point de vue perte, mais on y reviendra.
Pour le cas où la ligne est percée rapidement, en revanche, le vide créé en arrière est rapidement investi par les poursuivants qui n'ont pas tant de retard sur les poursuivis. On observe ainsi que, tandis que la ligne est encore en train d'être réduite par les vainqueurs qui lui font face, l'espace derrière cette ligne est progressivement saturé de vainqueurs qui s'élancent à la poursuite des fuyards et attrapent les quelques rares vaincus qui tentent de se dégager du choc. Le dernier choc que nous avons observé plusieurs fois est le choc profond. Celui-ci est le plus violent et advient quand la quasi-totalité de la formation vaincue n'a pas fui avant le choc. Cela arrive essentiellement parce que, et nous l'avons vécu en essayant, quand la formation adverse est proche, on peut se retrouver comme hypnotisé par le choc à venir, tant et si bien qu'il devient impossible de décrocher tant qu'il n'a pas eu lieu. Ainsi, dans cette situation, les deux formations se rentrent effectivement dedans. Mais n'allez pas croire que c'est équilibré. En effet, dans la formation vaincue, une fois que le choc est engagé, on observe un décrochage continu des vaincus qui engagent leur fuite quand ils sentent qu'il n'y a plus personne derrière eux. Ainsi, la formation vaincue se désagrège progressivement par l'arrière, tandis que les vainqueurs en face poussent pour obtenir une percée ou parvenir à contourner. Ce choc ne laisse donc jamais vraiment de vide derrière lui, car le flux de fuyards est continu, est rapidement suivi par le flux de chasseurs ayant réussi à se détacher de la zone de choc. On remarque ainsi que cette zone se réduit au fur et à mesure que la ligne se désintègre en parallèle, dans le dos de cette ligne, de la mise en place d'une chasse de fuyards qui n'ont pas pu mettre tant de distance. Ce choc est décrit par Thucydide à Délion, qui parle d'un heurt qui engendra un terrible combat avec une presse des boucliers qui fit céder les Béotiens en quelques instants. Des risques ou pas? Remarquons également que deux itérations de fuite à 5 mètres nous ont donné l'occasion d'observer deux dynamiques particulières. La première, c'est le choc ouvert. Dans cette itération, la formation vaincue s'est fendue d'elle-même par échec dans sa manœuvre, faisant que le choc profond qu'on voit surtout sur les ailes est déjà ouvert au centre. C'est la situation la plus déséquilibrée pour les vaincus qu'on ait observée, car non seulement ils perdent beaucoup de monde au contact sur les ailes, mais en plus ils s'ouvrent devant l'adversaire et lui permettent d'engager une chasse libre sans aucune distance de retard. Évidemment, cette situation est produite par un défaut de manœuvre qui devait arriver, mais qui était certainement la plus grande angoisse des commandants, car il semble assez évident que votre formation dans une telle situation est en grand danger. Enfin, nous avons une itération où une partie de la formation des vainqueurs se met en déroute spontanément, en mésinterprétant la situation. C'est ici un cas très intéressant car, en engageant un choc profond, cette itération voit malgré tout une partie de la formation vaincue résister et même faire un peu reculer son vis-à-vis. Cette reculade est perçue dans les rangs arrière des vainqueurs qui prennent cela comme le signe d'une fuite. La peur se propage sur une partie de l'aile des vainqueurs qui s'enfuit, ouvre un point de la ligne et amène à une poursuite par des vaincus se sentant localement vainqueurs. On a ainsi une double fuite-poursuite des deux côtés des formations, produite par une authentique panique locale chez les vainqueurs. Cet incident démontre de façon excellente la sensibilité des participants à l'évolution rapide des situations, leur capacité à jouer pleinement le jeu et à estimer sur le moment la meilleure voie pour assurer leur survie. Ce qui est une erreur vue du ciel est un calcul pertinent au ras du sol, les hoplites ayant réagi face à un insuccès local. Et cela permet d'insister sur un point. Si à 25 ou 15 mètres, la fuite de l'adversaire est facile à observer et interpréter, lançant des poursuites claires, c'est bien moins le cas à 5 mètres, où le champ de vision de tout le monde est très réduit, rendant possible des impressions de fuite qui en lancent de bien réelles chez les vainqueurs. Ainsi, si seule cette itération donne un véritable effondrement spontané local, on observe dans 3 autres itérations à 5 mètres au moins un vainqueur fuyant après une mauvaise interprétation de la situation. Ceci étant dit, il faut quand même souligner que sur ce cas précis de l'effondrement spontané, certaines remontées de terrain nous ont fait comprendre qu'un individu avait cru, parmi les vainqueurs, avoir été désigné comme vaincu. On le voit d'ailleurs fuir et emporter avec lui le reste de l'effondrement spontané. Ce dernier n'est donc pas entièrement spontané, mais cela ne remet pas tant en cause
les conclusions que nous avons tirées de cette itération, en tout cas dans la mécanique générale. Je profite donc de cette petite remarque pour signaler que dans le futur, il est possible que nous sortions une nouvelle vidéo sur l'aspect individuel du vécu de cette expérience. Je rajoute également que toutes les vidéos vues du ciel par le drone et les données seront mises en open source une fois l'article scientifique publié. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Mais après le choc et le vide qui le suit, selon la nature du choc, il y a la chasse libre. Globalement, l'efficacité de cette dernière est conditionnée par le choc, mais pas sa dynamique en particulier. Je m'explique. Il est certain que selon le retard de la zone de choc fait prendre aux vainqueurs, les vaincus prennent plus d'avance, donc forcent les chasseurs à plus sprinter pour les rattraper, poussent à l'erreur et réduisent le nombre d'occasions d'attrapage de fuyards. En revanche, les comportements des chasseurs et des chassés sont dans leur vaste majorité dictés par des appréciations et des choix individuels. Ainsi, contrairement à la zone de choc où on observe parfois des regroupements pour résister à la poussée adverse ou la perturber, et où les vainqueurs forcent ensemble pour ouvrir la ligne adverse ou permettre son contournement, derrière, il n'y a plus de comportement collectif. Dès qu'un vainqueur rentre en chasse libre, il prend ses décisions selon ce qu'il perçoit de son environnement, et c'est tout. Dès le départ, cela s'observe car aucun vainqueur passant la zone de choc n'a l'idée de revenir en arrière pour fermer une nasse complète. Dans leur esprit, les vaincus pris dans le choc seront tués, et la véritable occasion de maximiser les pertes des vaincus est devant eux. Je sais pas, mais moi entre la personne qui était en train de tomber, que je protégeais et plus dans le dos, je suis mort 2 fois. C'est le clan des morts ici. Ouais, ça arrive de temps en temps. On n'a pas trop compris en fait l'accordéon qui a fini en... Ouais, c'est ça. Une fois en zone de chasse libre, ce qu'il se passe dans la zone de choc n'a plus d'importance. Chez les vaincus, on est avant tout fuyard pour soi. Mais on pourrait dire que cela est une conséquence de l'objectif que nous avons donné aux vaincus. Vu ce dernier, il est normal que les chassés privilégient la prise de distance, et donc une course droite qui, pour les plus lents, a pu parfois faciliter le travail d'un chasseur particulièrement rapide qui avait une ouverture facile sur leur dos. Néanmoins, on observe qu'une grande partie des chassés continuent de balayer le champ du regard pendant leur fuite, d'estimer la situation, parfois de manière juste, parfois de manière erronée, et agissent aussi en fonction des autres. On suit la course générale et on reste grosso modo vers le groupe sans chercher toujours à profiter de l'évasement du terrain. Et ça, c'est un point remarquable. La formation est totalement éclatée et chacun ne fait que courir en ligne droite. Mais il reste que tout le monde court avec la masse. Dans quelques circonstances, des chassés peuvent profiter de l'avancée téméraire d'un chasseur devant eux pour une frappe revancharde qui protège au passage les copains. Mais ces opportunités demeurent rares. Pour décrire ce sentiment dans la déroute, Homer nous raconte ainsi, et je cite, « Un frisson prend les membres de tous, et chacun, inquiet, cherche des yeux où fuir pour éviter les gouffres de la mort. » La seule tentative de ralliement à courte distance de l'effondrement que nous avons observé doit être analysée pour son intérêt. Elle démontre que ce genre de ralliement à proximité de la masse ennemie est extrêmement risqué, car de nombreux adversaires viennent rapidement se greffer à la lutte, et la partie devient en quelques instants totalement inégale. Les ralliements qui fonctionnent sont ceux qui sont réalisés plus loin, dans l'ultime phase de la déroute contre les chasseurs en pointe les plus téméraires. Pour le reste, les chassés privilégient la course et ne se retournent que s'ils sont sous une menace trop pressante, ce qui fait qu'il y en a une partie qui sont tués dans le dos dans cette phase, mais c'est loin d'être 100%. Ainsi on comprend que même dans l'effondrement, entre la zone de choc et les retournements désespérés pour se défendre, il n'y a pas tant de fuyards tués d'une frappe dans le dos. On trouve ici une certaine cohérence avec l'iconographie de l'époque, présentant des scènes de massacre où les frappes dans le dos sont rares. Platon, par l'intermédiaire d'un dialogue de Nicias sur la déroute,
parle de ce moment, je cite, « quand les formations sont rompues et qu'on se bat en combat singulier, tantôt poursuivant un adversaire qui recule, et tantôt dans la fuite, résistant à un ennemi qui nous presse. » Bonne chasse? Bah non, là, on s'est fait recycler en fait, on était tout à gauche de la phalange. Ouais. Et vu qu'on a resserré tout ça, on s'est fait renvoyer dans les derniers rangs. Et là, avec l'impact, en fait, bah, tu t'écrases dans un mur de 72 types. Donc autant dire que tu ne vois rien et tu ne peux rien. Ça ralentit au contact. Pour les chasseurs, on observe le même individualisme, mais avec un avantage important, le sens de leur mouvement. En fait, les vainqueurs qui sortent de la zone de choc forment une espèce de vague. Car ils ont beau avoir un comportement individuel, il n'en sort pas moins un mouvement collectif non concerté. Ils ne sont plus en formation, mais ont un même objectif, ce qui les amène à constituer sans véritable concertation une puissante lame de fond qui fauche tous les retardataires. La masse, si elle a perdu toute cohésion, conserve son utilité. Par ailleurs, si l'on met de côté les comportements marginaux, type suicidaire ou extrêmement agressifs, à la recherche d'un duel et de la mort, on a globalement 3 comportements qui touchent à 3 rideaux de chasse. Le premier en pointe est semblable à celui du guépard, ou mieux, à celui du fantôme Boo dans Mario. Tant que le fuyard lui tourne le dos, il fonce, privilégie la frappe dans le dos et, dès que le fuyard se retourne, il freine et engage un duel hors de portée des coups de lance adverses pour éviter de mourir au combat. Ce n'est que grâce à l'arrivée de renforts que la situation se résout. Ce type de comportement se retrouve dans les sources. Par exemple, quand Alcibiade, dans le banquet de Platon, nous raconte que Socrate et Lachès, durant une déroute, s'en sont sortis indemnes en faisant bonne contenance et en apparaissant comme des menaces, encourageant ainsi leurs poursuivants à se rabattre sur des cibles plus faciles. Je cite, « C'était en effet ce qui leur garantissait, à lui comme à l'autre, la sécurité de leur retraite, car à la guerre, on n'aime guère à se frotter, si peu que ce soit, aux gaillards de cette trempe, tandis que ceux qui fuient en désordre, on les pourchasse. » En deuxième rideau, on a plutôt des requins, à la recherche de l'odeur du sang. Ils sont derrière le premier rideau et cherchent des situations de duel ou des fuyards isolés, et ont tendance à converger à plusieurs, sans se concerter, tandis que la cible était là, et facile. Simplement, par proximité et ou mimétisme des voisins, ils ciblent donc les fuyards qui passent à portée, ou bien les zones de combat, créant des surnombres par convergence très rapide, et sans avoir à dire un mot aux autres chasseurs qui affluent. Enfin, au troisième rideau, on a des chasseurs qui ont rarement des cibles qui leur passent sous la main. Ils n'ont donc qu'à faire l'effort de courir en suivant la vague, et on observe que, pour maximiser leurs chances d'avoir un fuyard pour eux, ils s'écartent des autres chasseurs, créant collectivement un maillage qui sert efficacement de peigne pour vérifier qu'il ne reste pas un vaincu qui traîne dans les environs. Des vautours à la recherche d'une carcasse qui participe à l'effet masse de la vague. Derrière, on peut noter que les vainqueurs fatigués par le choc ou ceux qui ont lâché l'affaire se mettent à marcher, mais c'est assez anecdotique. Ainsi, on comprend que la chasse libre est une affaire individuelle, mais à l'intérieur d'un mouvement de masse, où l'avantage des chasseurs en pointe est justement le fait qu'ils soient suivis par une vague qui leur apporte immédiatement du soutien en cas de problème. Ce qui explique également que tout chasseur en pointe qui distancie trop ses soutiens se met en danger, et indique qu'il y a une distance maximale au-delà de laquelle l'effet vague et masse des chasseurs perd son élan et rend dangereux de pousser plus loin la poursuite. 2 rouges, 0 jaune, 5 rouges, 1 jaune, 1 rouge, 0 jaune. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir parler un peu mort. En effet, nous avons demandé aux participants de rester à l'endroit où ils ont été mis hors combat, et après chaque expérience, nous les avons comptés par camp, en les rassemblant par tranches de 10 mètres, entre le point de rencontre des deux formations et la zone de fuite. Cela nous a permis d'avoir quelques données sur la répartition des morts dans l'espace et sur la proportion de la formation perdue pendant chaque itération. Notez bien que quand nous parlons de morts, c'est parce que nous les éliminons de l'expérience une fois touchés, mais dans les faits, on devrait plutôt parler de pertes. Ainsi, chez les vainqueurs, on a pas mal de morts qui pourraient en réalité n'être que blessés et récupérables après les combats. Pour les vaincus, la proportion des blessés survivants devait être plus faible. Certains pouvaient s'échapper, même après avoir subi des coups redoutables. On connaît par exemple par une inscription un homme qui a quitté un combat avec une lance plantée dans la mâchoire et qui a survécu, mais une partie
celles qui tombaient au sol étaient certainement achevées lors de l'avancée en masse des vainqueurs. En bref, nos chiffres précis de pertes ne désignent en réalité pas vraiment des morts, mais plutôt des tendances et des proportions. On repère ainsi plusieurs leçons sur l'effet des dynamiques que nous avons exposées ici. Premièrement, la zone de choc est toujours à l'avantage du vainqueur, et c'est la zone où les morts se concentrent pour les deux camps. Ensuite, la zone de chasse libre voit une répartition plus aléatoire, mais globalement uniforme, puisque si on le visualise avec une courbe qui montre la proportion de la formation morte en fonction de la distance à la zone d'impact, on voit souvent que la phase de chasse libre suit une courbe linéaire. Évidemment, encore une fois, les chasseurs sont très avantagés. Pour ce qui est des tendances générales, en mettant ici toutes les itérations à 25 mètres, on voit globalement que, bien que chacune soit unique, on a un taux de perte autour de 18-25% pour les vaincus, contre moins de 7% pour les vainqueurs. De fait, toutes les fuites à 25 mètres ont donné une absence de choc, avec une dynamique comparable entre elles. Pour ce qui est de 15 mètres, on voit que, si on accepte la courbe orange, les pertes augmentent pour tout le monde, avec entre 32 et 38% de morts pour les vaincus, contre entre 8 et 12% pour les vainqueurs. Il s'agit ici de chocs fins, où la ligne a systématiquement été percée rapidement, qui semblent être les meilleures situations pour les chasseurs qui ne perdent pas beaucoup plus de personnes, mais infligent significativement plus de morts à l'ennemi. Pour ce qui est de la courbe orange, en regardant l'itération, on se rend compte qu'il s'agit d'un cas d'absence de choc, menant à des résultats comparables aux itérations à 25 mètres, avec 21 contre 6%. Enfin, pour les itérations à 5 mètres, il semble difficile de sortir une tendance, car c'est la distance qui nous a donné les scénarios les plus variables. Plus d'itérations n'aurait pas été du luxe, mais on avait déjà bien travaillé. Mettons la jaune de côté, et remarquons d'abord que les cas à 5 mètres sont très coûteux pour tout le monde. Autour de 45% pour les vaincus, et au-dessus de 15% pour les vainqueurs, sauf dans le cas vert qui désigne le choc ouvert. De façon intéressante, on remarque que cette ouverture, qui n'est arrivée qu'une fois, a donné autant de morts pour les vaincus, y compris dans la zone de choc, mais a surtout mené à moins de pertes pour les vainqueurs, qui ont sûrement vécu un choc beaucoup moins violent et difficile à dépasser. Pour ce qui est du cas de la courbe jaune, qui apparaît clairement comme une contre-performance pour les chasseurs qui tuent moins de 30% des chassés et perdent tout de même 16% de leur force, comme pour les autres itérations à 5 mètres, on arrive peut-être là à la limite de nos analyses. Quand on la regarde, on remarque deux choses. Tout d'abord, le choc est un peu hybride, profond au tout début, mais avec une dispersion très rapide des rangs arrière. Puis on voit que la ligne des vaincus, qui reste au combat, tient très longtemps. Ni percée ni débordée, elle a sûrement profité du début en choc profond pour stopper l'adversaire, et a ensuite été naturellement souple, encaissant l'effort des vainqueurs. Résultat, les vainqueurs ont payé le choc presque comme les vaincus, puisque ces derniers n'ont pas abandonné tant de monde dans cette zone, mais en plus ils ont perdu beaucoup de temps dans ce choc, avant d'engager une chasse libre contre des fuyards qui avaient pris une avance significative. Le tout donne une dynamique unique, où les vainqueurs n'ont pas tellement l'occasion d'exploiter leur victoire. Ils tuent tout de même presque 2 fois plus de monde qu'ils n'en ont perdu. Enfin, observons un dernier cas spécifique, celui de l'effondrement spontané. Premièrement, dans un choc à 5 mètres, les vaincus ont perdu un peu moins de monde avec 40% de pertes, tandis que les vainqueurs ont perdu 30%, ce qui est le plus haut taux de perte de vainqueurs dans toutes les itérations. Mais on le comprend, puisqu'une partie, un petit cinquième, s'est comporté en vaincu. On remarque aussi que la partie poursuite des vaincus a un rapport 1 pour 1 dans les pertes, là où la vraie poursuite des vainqueurs était bien à leur avantage, quoique leur chasse ait été assez coûteuse, puisqu'il leur manquait un morceau de leur front pour cette chasse. On le remarque d'ailleurs ici, où on voit des chasseurs qui ont passé la zone de choc sur la droite ne pas oser s'en prendre à la vague de fuyards à leur niveau sur leur gauche, car ils ne sont pas assez nombreux. Ils privilégient les fuyards devant eux, mieux dispersés. Mais alors après tout ça, que pouvons-nous vraiment conclure de cette expérience hoplitique ? Certainement pas que toutes les oppositions entre phalanges grecques donnaient de tels résultats. Il faut prendre un peu de recul et rester humble.
tout en assumant que l'idée que nous présentons s'oppose globalement à l'imaginaire auquel nous sommes habitués. Premièrement, cette expérience a montré que, quand bien même une formation s'effondre avant le choc, il s'agit là d'une affaire meurtrière. Dans les sources, 73% des combats décrits font état d'effondrement avant ou au moment du choc. Nous nous sommes mis dans ces dispositions. Nos résultats, qui concordent avec ce qu'on a pu lire dans ces sources, montrent que cette description d'effondrement avant ou au moment du choc, menant à des pertes significatives, est pertinente. L'hypothèse d'un massacre malgré une absence de grands combats ligne de bouclier contre ligne de bouclier est donc valable. Dans la continuité de cette observation, nous avons pu voir qu'il était tout à fait possible qu'il arrive des massacres malgré l'absence totale de choc en masse. Les effondrements à 25 mètres typiquement. Ainsi, comme nos chiffres l'ont montré, la distance de fuite peut être importante sans empêcher que le vainqueur inflige au moins 20% de pertes, ce qui est considérable. Cette expérience permet également de comprendre la dynamique présentée par Xénophon, qui souligne des fuites, je cite, « au moment où les lances allaient se rencontrer ». Euripide, lui, considère qu'il est bien connu, je cite, « que la peur disperse souvent une armée en armes et en bataille avant que les lances ne se touchent. Voilà encore un mal de Dionysos. » Ainsi, ces situations rapportées devaient créer, selon notre catégorisation, des chocs ouverts, des chocs profonds, ou des effondrements spontanés, le tout avec d'énormes pertes à la clé, y compris pour les vainqueurs. Remporter la victoire au moment du choc met donc les vainqueurs en position très favorable, bien que cela soit coûteux. C'est d'ailleurs dans cette zone de choc que se concentrent les pertes, montrant que la charge et son élan ont non seulement l'intérêt tactique de terroriser l'adversaire, mais aussi une conséquence physique d'emporter les restes de la formation ennemie quand celle-ci se débande. D'ailleurs, ce sont les conditions de l'explosion lors du choc qui dictent les conditions du massacre à venir. On peut se référer à Thucydide, qui nous explique comment les Thespiens ont été anéantis par les Athéniens pour avoir été les seuls à tenir la ligne. Je cite, « Comme leurs voisins de rang avaient reculé, les Thespiens furent encerclés dans un espace réduit. Là, les Athéniens les anéantirent, ils les taillèrent en pièces au corps à corps. » Enfin, nous avons pu percevoir l'existence d'une distance maximale, au-delà de laquelle les chasseurs s'isolent et où la chasse perd son élan. Dans la réalité, elle peut être supérieure aux 100-200 mètres qui apparaissent comme la norme dans notre expérience. De fait, l'existence d'une zone de sécurité pour les fuyards leur accordait, pendant l'expérience, un horizon avant lequel il était intéressant de commencer des ralliements. En situation de combat réel, cette zone, à partir de laquelle les vaincus trouvaient la possibilité de se regrouper, pouvait se révéler plus loin de la ligne de front, 200, peut-être 300 mètres. L'important est la dynamique générale. Le mouvement de la poursuite s'essouffle, car une partie des poursuivants est ralentie ou finit par abandonner la chasse, et seuls les plus rapides et téméraires en pointe menacent encore les vaincus. On voit alors certains de ces chasseurs tomber par excès de zèle face à des chassés qui se retournent, reconstituent un groupe de combat et les abattent facilement. Xénophon nous raconte par exemple qu'après une victoire spartiate, je cite, « exultant à la suite de leur succès, ils s'avancèrent trop loin à la poursuite de l'ennemi. Ils commencèrent à se faire tuer à leur tour, puis se retirèrent. Un dieu semble avoir fixé par avance les limites de la victoire qui leur fut donnée de remporter. » Voilà tout ce que nous pouvons en dire. Le reste entre nous, c'est surtout une affaire d'image et de capacité à imaginer. Vous devez en avoir conscience. Le cinéma, les BD, les discours mettant en scène des hoplites ne montrent pas vraiment ce que nous venons d'étudier. Comme pour bien d'autres troupes ou époques, la primauté donnée à l'idée de force, de puissance, de courage, de gloire efface dans les imaginaires des réalités plus difficiles à saisir. Celles de la peur, du massacre, de la fuite et de la chasse, en somme. Ici, nous avons certes pu proposer des dynamiques avec des chiffres à la clé, mais il me semble également important d'insister sur le fait que ces images que nous avons tournées sont une proposition d'imaginaire. Une vision qui tente de reconstruire près de 3/4 des situations que les sources décrivent et qui raconte très clairement une autre histoire de la guerre en général et des individus dans la guerre. Pour aller plus loin, réfléchissons à un parallèle historique qui montre autre chose. On connaît bien les combats à pied entre les hommes d'armes anglais, français, écossais au XIVe ou au XVe siècle. À cette période, on se livre en général de longues mêlées avant que l'un des camps n'entre en déroute.
Pourquoi les combats hoplitiques prenaient-ils à l'inverse une forme brève? La nature des tactiques était en fait très différente. Les hoplites cherchaient une décision rapide, fondée sur la vélocité de la formation et un choc en masse extrêmement brutal. Tandis que les hommes d'armes, couverts ou presque entièrement couverts de métal, s'approchaient lentement jusqu'à pouvoir escrimer avec leurs vis-à-vis. Dans les combats à pied des hommes d'armes, aucune charge impressionnante qui venait bousculer la troupe rencontrée. Cette différence fondamentale donnait au combat un tout autre visage. Elle modifiait en profondeur sa durée et ses dynamiques. Ces remarques doivent nous rappeler que l'histoire du combat à pied et de l'infanterie lourde en général n'est pas un continuum. L'histoire comparée du phénomène permet cependant de comprendre les spécificités, les parentés et les divergences. Les hoplites étaient ainsi à la recherche, dans les batailles, de la rupture des solidarités adverses par le choc en masse. Cette tactique était aussi efficace que redoutable, mais un problème majeur advenait dès que les combats étaient symétriques, qu'une phalange en affrontait une autre. La puissance de la phalange fonctionnait contre elle-même, et la perspective d'une collision brutale et meurtrière entraînait dès lors bien souvent l'explosion de l'une des formations avant le choc, laissant les vaincus dépités et abasourdis. Pris au piège de la généralisation de leur tactique de choc, les hoplites n'ont eu de cesse de chercher comment dépasser ou contrôler les aléas du face-à-face. Ils ont pu ajouter de la profondeur, chercher à exploiter davantage les combats sur les ailes, décaler l'engagement de leurs unités, les plus fortes en avant, les plus faibles en arrière, etc. Mais cela est une autre histoire. Aujourd'hui, ce que l'expérience hoplitique a rendu à mon sens sensible, c'est cette autre vision des combats de formation lourde chargeant au pas de course. Nous espérons ici nous rapprocher de ces combattants bien trop idéalisés par certains. Les voici. Des hommes qui tentent de terrifier leurs ennemis, mais qui sont aussi victimes de l'effroi. Mais surtout, la fuite du camp d'en face représente un soulagement qui s'accompagne d'un impératif. Il faut désormais massacrer, un maximum, afin de s'assurer de ne plus jamais avoir à vivre à nouveau un moment de terreur pareil. Car la force ne dure jamais qu'un temps, et la prochaine fois ce sera peut-être votre camp qui s'enfuira, et lui-même qui sera chassé. Alors vous vous en doutez, rien de l'expérience hoplitique n'aurait été possible sans beaucoup de gens et d'éléments qui préexistaient à l'idée de cette expérience. C'est pour ça qu'il m'apparaît assez important, et j'ai des notes parce que là il faut que j'oublie rien, de prendre le temps de remercier tout le monde, mais aussi de vous montrer qu'on ne voit pas directement ce qui a pourtant été essentiel. Alors déjà, remercions tous les membres de l'association Expérience Hoplitique qui ont rejoint le projet progressivement et ont travaillé pour ce projet pendant plus de 2 ans pour certains, et au moins une année entière à partir du lancement. Cela a été pas mal de réunions, de discussions et de responsabilités prises par chacun et chacune, donc je vais prendre le temps de nommer tout le monde. Évidemment, il y a Rémi, docteur en histoire, qui s'est occupé de toute la partie scientifique et du protocole. Il y a Kevin, des Titicoy et l'ENAI, et Vincent des somatophylaques qui se sont occupés des entraînements, du matériel et ont impliqué leurs associations respectives de reconstitution, ce qui n'a pas été de trop pour avoir des gens expérimentés pour encadrer tout le monde, mais j'y reviendrai. Ensuite, il faut nommer Gewen, qui s'est aussi fait connaître sous le nom de Fotine, responsable de la communication et qui a abattu un travail que je ne peux pas décrire, qui est absolument énorme. Ce travail, c'était répondre aux questions, répondre aux mails, arrondir les angles avec tous les hoplites, voire parfois aussi entre nous. Je la remercierai vraiment jamais assez. Voilà. Il y a aussi Arnaud qui nous a fourni un support technique et James qui a souvent compensé dans les moments chauds pour combler les brèches. Il faut aussi remercier JB qui nous a accompagnés sur le matériel pendant un moment mais qui a dû nous quitter en cours de route. Enfin, il faut remercier et applaudir Geoffrey, salarié de l'association, qui a œuvré pendant 1 an à résoudre toutes les questions techniques et à trouver des solutions aux nombreux problèmes que nous avons eu à affronter, et ce jusqu'au dernier jour. Il faut aussi remercier les structures, associations partenaires qui nous ont accompagnés
ou aider à rendre cette expérience possible. La FEDEGNN qui nous a assuré, les mairies de Roanne et Riorges qui nous ont accueillis et aidés sur plusieurs problèmes, et bien sûr les associations de reconstituteurs, Ditikoy et Lenaï et les somatophylaques. On peut aussi citer IronQuest qui nous a concocté un petit programme de mise en forme physique pour tout le monde. On leur remercie. Et puis évidemment, il y a tous les hoplites et bénévoles qui se sont mobilisés pendant plusieurs mois pour s'entraîner, pour nous faire des retours et pour venir passer 3 jours dans des conditions très spartiates, vous me permettrez ce jeu de mots à la fin, pour se conformer à nos directives et mener cette expérience de bout en bout. Ils ont même avancé les frais de cette expérience sans quoi l'aspect financier n'aurait jamais pu être résolu. Et j'aimerais vraiment dans les mois qui viennent trouver de quoi réduire au maximum ce qu'ils auront donné à cette expérience. Il y a déjà eu quelques personnes qui nous ont fait des dons, merci à eux. Enfin, il faut remercier le comptoir de Charentais et Sac à dos pour leur travail, pour nous nourrir dans ces conditions et durant un week-end de 3 jours. Merci aussi à Thomas Le Chauve qui nous a bien aidés et bien sûr pour tout le tournage et toutes les vidéos dont vous avez profité ici, Abdelrani et Aurélien. Et maintenant que j'ai dit tout ça, remarquons tout de même que cette expérience est aussi le fruit d'une certaine société associative, universitaire et montrant une appétence pour le savoir historique. Rien n'aurait été possible sans la recherche de Rémi Saou, particulièrement, mais aussi de l'ensemble de l'historiographie sur la Grèce antique. De fait, la question nous vient de ces universitaires qui ont interrogé les sources avec toujours plus de précision pour amener à une telle expérience qui touche à des aspects anthropologiques. Mais il faut noter aussi que sans le réseau associatif, des reconstituteurs avec les somatophylaques et les Ditikoy et Lenaï, évidemment, mais aussi tout ce qui gravite autour de ce monde, nous n'aurions jamais eu un vivier de personnes expérimentées qui nous ont fait gagner énormément de temps et nous ont évité des erreurs grâce à leur expérience. Et puis, il y a la chaîne YouTube en elle-même, et il faut bien le dire, la communauté qui s'est agrégée autour de cette idée de vulgariser au plus près de la recherche historique. Sans cette communauté, ça me touche un peu de le dire, qui me surprend encore et toujours, construite progressivement sur presque 10 ans, jamais nous n'aurions eu 400 personnes. En fait, jamais nous n'aurions pu y croire. Et pour tout ça, je trouve que cette expérience a quelque chose de poétique. J'ai dû l'écrire parce que sinon je ne pouvais pas l'improviser. D'assez beau parce qu'elle rassemble des gens autour d'un même désir de scientificité et de connaissance, par la recherche universitaire, par la reconstitution et l'association, et pour la simple curiosité qu'Internet permet de nourrir. Comme quoi il y a des belles choses aussi, et ça en vrai c'est vraiment cool. Je vous remercie d'avoir tout regardé, de m'avoir écouté, de m'avoir suivi dans mes délires, et je vous souhaite une bonne journée. Ok, pendant qu'ils attendent là-haut. Wow, et on remonte. Non mais arrêtez, c'est gênant. Levez les bras si vous avez compris. C'est clair. Il est pas son bouclier. Allez, on y va, on fait rouler sur le premier. En face, ils ont capturé la réserve de bière et c'est vrai, regardez les Barnum avec la tireuse, ils sont derrière eux. On va donc aller le chercher. Et voilà, c'est de nouveau plus qu'un champ. Allez, salut!